Dakar, capitale du Sénégal. 16 septembre 2008. À 2 pas du palais de justice, un groupe d'hommes et de femmes prépare une action. Il y a des avocats sénégalais et tchadiens, des défenseurs des droits de l'homme, le président d'une association de victimes, Clément Abay Fouta, et un avocat américain, Reed Brody. Les visages sont fermés, le moment est solennel. Ils s'apprêtent à porter plainte contre l'ancien président tchadien, Hissène Habré, réfugié à Dakar depuis 1990. C'est mon frère unique, le seul frère qu'on avait, et qui est mort dans les prisons d'Hissène Habré. Des années que j'attendais ce jour de porter plainte Hissène Habré pour que la justice soit faite très rapidement. Ces victimes réclament que l'ancien dictateur soit jugé ici, à Dakar, pour crimes contre l'humanité. Hissène Habré est surnommé le Pinochet africain. Il a dirigé le Tchad d'une main de fer pendant 8 ans. Il est accusé d'avoir mis en place un régime policier, avec des prisons secrètes, où la torture était systématique. Après sa fuite, des charniers ont été découverts. Hissène Habré serait responsable de la mort de plus de 40 000 Tchadiens. Le procès d'Hissène Habré, le jugement d'un ancien dictateur en Afrique, ce serait une première. L'aboutissement d'une traque qui dure depuis plus de 10 ans. Bruxelles, juillet 2008. Nous sommes 2 mois avant le dépôt de plainte contre Hissène Habré à Dakar. Reed Brody est un avocat américain. Il est en pleine préparation de ce coup médiatique et judiciaire. La presse le surnomme le chasseur de dictateurs. Il vit à Bruxelles. Il est le porte-parole d'une organisation de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch. Et bonjour. Bonjour. Et Reed. Ça va? Ça va bien. Et toi? Ici, une quinzaine de personnes enquêtent sur les violations des droits de l'homme dans le monde. Ouais, c'était très bien. Reed Brody est devenu célèbre en 1998 en s'attaquant à un dictateur. C'est lui, le tombeur de Pinochet. Il a convaincu la justice anglaise que l'ancien président chilien pouvait être jugé pour crimes contre l'humanité, qu'il n'était pas protégé par son immunité d'ancien chef d'État. Une première. Du coup, sur le mur de son bureau, il a accroché une grande carte du monde avec les photos de ses futures cibles. Ceux de tyrans, de tortionnaires qui ont sévi ou sévissent encore aujourd'hui. On reconnaît pêle-mêle le président du Libéria, Charles Taylor, le général français Ossarès ou le Libyen Kadhafi. Pour toutes ces personnes-là, il y a des victimes, il y a des personnes qui luttent pour qu'ils soient traduits en justice. Et il faut que leur voix soit portée. Et c'est un peu notre travail, c'est de porter leur voix, de donner des arguments, de faire une mobilisation politique, de sorte que la justice puisse faire tranquillement son travail. Aujourd'hui, un homme est dans sa ligne de mire, Hissène Habré, l'ancien président tchadien. Ce n'est pas le dictateur africain le plus connu, et pourtant Reed Brody veut qu'il soit jugé au plus vite pour crimes contre l'humanité. Quand j'ai rencontré pour la première fois les victimes, et on m'a raconté les horreurs, j'ai vu qu'en fait, oui, Hissène Habré, il n'a rien à envier au Pinochet de ce monde. D'ailleurs, si on parle de nombre de personnes tuées, Hissène Habré dépasse de loin Pinochet. Hissène Habré. L'homme s'est fait connaître en 1974. Il a 32 ans, il dirige une guérilla dans le nord du Tchad. Il fait un coup. Il enlève une ethnologue française, Françoise Claustre. La jeune femme va être retenue 3 ans en otage dans le désert du Tibesti.
Habré et ses hommes se battent pour renverser un gouvernement qu'ils jugent inféodé à l'Occident. Le chef de guerre inquiète et fascine. Casquette à la Castro, mitraillette à l'épaule, il prône la révolution en citant Mao. C'est un intellectuel, il a fait ses études en France, il est diplômé de Sciences Po Paris. On aime beaucoup étiqueter les gens. Je vous dirais simplement que je suis un révolutionnaire tchadien et l'avenir vous dira qui je suis exactement. Christian Millet a bien connu Hissène Habré. Cet ancien journaliste de l'AFP l'a rencontré à de nombreuses reprises au Tchad avant qu'il ne devienne président. Quand je lui demandais ce qu'il lisait à cette époque-là, il n'y avait que des bouquins politiques, des mémoires d'hommes politiques, des mémoires de droit constitutionnel, des mémoires d'économie, et puis des livres militants. Il était à l'époque fasciné par Che Guevara, je crois qu'il a cru à ce moment-là à la révolution. Hissène Habré prend le pouvoir par les armes en 1982. Il troque son uniforme de rebelle pour un boubou blanc. Dans ses discours, il a toujours des accents révolutionnaires. Vive l'unir pour que nous puissions pousser plus loin nos victoires, élever plus haut nos réalisations et vaincre sur tous les fronts de la lutte. Dans les faits, il instaure un régime de parti unique. Tout mouvement d'opposition est réprimé. Le président veut incarner un pouvoir fort. Il encourage le culte de la personnalité, boubou à son effigie et défilé à sa gloire. Hissène Habré dirige le pays avec le soutien militaire de la France. Derrière ces images de propagande, un régime policier. Arrestations arbitraires, exécutions sommaires, les Tchadiens vivent dans la peur. En 1990, au bout de 8 ans de règne, Habré est renversé par un coup d'État. Le dictateur déchu se réfugie au Sénégal. Cela fait maintenant 10 ans que Reed Brody se bat pour faire juger Hissène Habré. En 2000 déjà, il avait déposé une plainte à Dakar contre l'ancien président tchadien, sans succès. Mais j'avais justement une question. Aujourd'hui, il récidive. Il rédige une nouvelle plainte avec son équipe. Son défi, prouver l'implication de l'ancien président dans la répression. Et pour ça, il a un atout. Il nous emmène au rez-de-chaussée de l'organisation, dans cette petite pièce où des cartons sont entassés. Dans son enquête, il a eu un coup de chance extraordinaire. Donc en fait, ce qu'on a dans ces cartons, c'est des documents de la police politique d'Hissène Habré, la DDS, que nous avons retrouvés à Djamena. Tout à fait par hasard. On faisait la visite de l'ancien bâtiment de la DDS. Voici Reed Brody en mission au Tchad en 2001, 10 ans après la chute d'Habré. L'avocat comprend tout de suite l'intérêt de ces archives abandonnées par la Direction de la documentation et des services, la fameuse DDS. Ça a à voir avec les détentions des détenus, des ordres, des perquisitions, des enquêtes. Le premier document, c'était une fiche d'information sur un détenu. Et puis, on a commencé à voir qu'il y avait tout. Il y avait des photos des détenus, il y avait des listes journalières, des personnes en détention. Et là, on s'est très vite rendu compte c'était l'Eldorado. On avait trouvé ce mine d'or qu'on cherchait depuis des années. Ces archives relatent les faits et gestes de la police politique créée par le président Habré. Arrestation, interrogatoire, emprisonnement, avec souvent la mort comme seule conclusion. On a trouvé plus de 800 certificats de décès
Donc ce sont des personnes qui sont mortes en détention. Et par exemple, ici, on dit que c'est en le contraignant à révéler certaines vérités qu'il a trouvé la mort le 14 octobre 1984 à 8 heures. Donc c'est assez clair que la personne a été torturée, même si on ne le dit pas. Il y a plusieurs documents comme ça. C'est au cours d'une interrogatoire musclé que la personne est morte, ce genre de choses. Ces archives doivent lui servir à montrer le rôle central joué par le président. Si aucun document ne dit qu'Habré a tué ou torturé lui-même, tous ces rapports de police lui étaient adressés nommément. C'est important pour montrer que lui, il était informé de ces exactions, qu'il était informé de la situation dans tout le territoire, qu'il contrôlait, qu'il avait au moins les moyens de contrôler ce qui se faisait au nom de l'État. La nouvelle plainte va donc reposer sur ces milliers de documents, mais aussi sur les témoignages des victimes, les rescapés de la dictature. N'Djamena, la capitale du Tchad, a des allures de grosse bourgade. L'ancienne colonie française, devenue indépendante en 1960, est l'un des pays les plus pauvres d'Afrique. Dans le quartier chrétien de la ville, nous avons retrouvé un des témoins clés du dossier, Clément Abaye Fouta. Il était étudiant quand il a été arrêté par la police politique. Il était à la veille de partir en Allemagne pour finir ses études. C'est dans cette maison que j'habitais. Et puis, les agents de la DDS sont venus nuitamment sous une petite pluie me pêcher dans cette maison et ils m'ont amené là, nuitamment, jusqu'à l'arbre que vous voyez là, parce qu'ils avaient garé une voiture là au fond. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils ont d'abord demandé est-ce que c'est bien moi, Clément. J'ai dit oui, c'est bien moi. Et puis voilà, nous avons des petites questions à vous poser. Est-ce que vous pouvez nous suivre? C'est comme ça que nous avons pu partir. Et vous êtes revenu au bout de combien de temps dans cette maison? Au bout de 4 ans. Au bout de 4 ans. Ces 4 années, le jeune homme les a passées dans une prison secrète du régime. Il ne sait toujours pas pourquoi il a été arrêté. Il est sorti vivant, mais il a vécu l'horreur. Il tient à nous emmener hors de la capitale. Quand il était prisonnier, il faisait ce trajet tous les jours avec ses gardiens. À quelques kilomètres de N'Djamena, il veut nous montrer ce qu'il appelle la plaine des morts. Et là, c'est le début de là où nous enterrions, n'est-ce pas, les victimes. Donc cet arbre-là que vous voyez, c'est sous cet arbre-là que j'ai enterré le premier cadavre. Ici, cet arbre que vous voyez là. Son travail, fossoyeur. Avec 4 autres prisonniers, il devait enterrer les victimes du régime. Nous sommes au milieu d'un gigantesque cimetière secret. Là, tout de suite, on va arriver à la fosse commune, là. Et à partir de la fosse commune jusqu'au fond, là-bas, alors c'est vraiment des cadavres, quoi. Chaque jour, c'est 8, 7, 10, 20, 30, 40, quoi, chaque jour. Voilà. On vient, et le chef d'équipe trace. D'abord, le geôlier Abba Moussa nous désigne. Bon, allez, faites le trou là. Et le chef d'équipe, à l'aide, n'est-ce pas, d'une pioche, trace. Et on commence à creuser. Qu'importe la fosse profonde ou pas, il faut faire vite et partir. La DDS voulait cacher l'ampleur de ces crimes. Les corps arrivaient de toutes les prisons de N'Djamena. Ils étaient ensevelis ici, souvent de nuit. On prenait la personne, quant à la fosse commune, on prenait la personne, on comptait 1, 2, 3 et on balançait la personne dans le trou. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez?
Bon, il fallait le faire, auquel cas c'était au risque de ta vie. Si vous aviez refusé? Mais, oh mon Dieu, qui étions-nous? Parce que on nous taxait déjà d'être les ennemis de l'État. Et au moindre refus, ça confirmait cette étiquette qu'on nous affichait. En 4 ans, le fossoyeur estime avoir enterré ici plus de 1000 personnes de ses propres mains. Et c'est grâce à son témoignage que les premiers charniers du régime ont été découverts. Ces images sont inédites. Elles datent de 1991. Quelques mois après la chute d'Hissène Habré, des fouilles sont organisées à la Plaine des Morts. Une trentaine de squelettes sont déterrés à l'endroit précis où le fossoyeur dit avoir creusé une fosse commune. Autour, d'autres fosses sont découvertes. Chacune contient entrain et 10 cadavres. Des corps anonymes, enveloppés dans des sacs plastiques. Faute de moyens, aucun ne sera identifié. Aujourd'hui, sur la Plaine des Morts, aucune stèle, aucun monument à la mémoire des victimes. À la place, des habitations, de plus en plus nombreuses. Ce coin de désert se transforme en village. Clément Abaïfouta est choqué. Une maison se construit à quelques mètres à peine de la plus grande fosse commune. Oui, on est au courant qu'il y a des gens enterrés ici. Mais nous, on est des simples ouvriers. On fait juste notre travail. Une autre équipe d'ouvriers vient à notre rencontre. Bonsoir. Il habite ici? Ah oui, ils sont en train de... On est en train de travailler quelque part ici. Ah, d'accord. Chaque fois qu'on creuse le trou, on trouve des cadavres partout. Voilà, c'est ça. Oui, ici, c'est tout rempli par des cadavres. Ouais. Chaque fois qu'on enlève pour mettre le pilier, on se retrouve des cadavres. Ouais, c'est ça. Tous les gens qui vont faire la maison ici, s'ils font des trous, il y a beaucoup de cadavres. Qu'est-ce que vous en faites? Vous les jetez? On ne jette pas, on laisse le trou seulement. On met les sables, c'est autre. On laisse comme ça. À l'allure où vont ces constructions, il sera bientôt impossible pour Clément de retrouver l'emplacement des fosses. La mairie est même en train de faire une route sans prendre de précautions. Ils sont en train de marcher sous les tombes, justement. Ça m'inquiète parce que là, une fois de plus, je me dis, ben, qu'est-ce qu'on en fait de ce lieu célèbre? Qu'est-ce qu'on en fait? Peu à peu, les traces des crimes s'effacent. 20 ans après, il est chaque jour plus difficile de trouver des preuves tangibles des exactions du régime. À Djamena, un homme a tenté de comptabiliser tous les crimes de la dictature. Mahamat Hassan Abakar est avocat. Au moment de la chute d'Habré, il était magistrat. Il a été nommé à la tête d'une commission d'enquête sur les crimes de l'ancien président. C'est lui qui a conduit les fouilles à la Plaine des Morts. Bon, ça c'est le livre que nous avons écrit sur la commission. Ce rapport est le résultat de 2 années d'enquête. Il évoque d'autres charniers mis à jour dans le pays. La découverte la plus spectaculaire s'est passée près de la capitale. Ça c'est la fosse commune du village Ambing, c'est à 20 km à l'ouest de N'Djamena, quoi. C'est où 150 personnes ont été massacrées en une nuit par les éléments de Habré. Voici les images de cette exhumation filmée par la commission d'enquête. Sous une fine couche de terre, ils ont trouvé les restes de prisonniers de guerre. Ils sont morts, exécutés par balle, comme le prouve cet impact dans un crâne.
Ça, c'est une partie des exhumations que nous avons faites tout à fait au hasard, quoi, parce que nous ne pourrions pas faire des exhumations sur toute l'étendue du pays, parce que ça nous prendrait des années, des années. Donc, c'est des échantillons que nous avons triés pour servir de preuves palpables. Au terme de son enquête, Mahamat Hassan Abakar donne un chiffre. Il estime à plus de 40 000 morts le nombre des victimes du régime sur 6 millions d'habitants. Hissène Habré avait mis en place un système d'extermination. Près du palais présidentiel se trouvait la pire prison du régime. C'est une ancienne piscine de l'époque coloniale. Sous la dictature, le bassin a été rehaussé d'un mur et recouvert d'une dalle de béton. La piscine est devenue une prison souterraine. Elle se trouvait juste à côté du bâtiment de la DDS, la police politique. À l'intérieur, tout est resté comme à l'époque. Il y a 10 cellules de 9 mètres carrés chacune. Pas de lit, pas de toilette, juste un cube de béton éclairé par une minuscule fenêtre. Ismaël Hachim a passé 7 mois enfermé ici. C'est un rescapé. Dans une petite cellule comme celle-ci, on force jusqu'à mettre 30 personnes. Comment vous faisiez? Il n'y a pas de sanitaire ici, il n'y a rien? Écoutez, ici on oublie tout ce qui est sanitaire, tout ce qui est nourriture, tout ce qui est etc. C'est lavé, etc. On oublie, hein. On vous enferme ici définitivement. Dès la première semaine de son emprisonnement, Ismaël Hachim a vu plusieurs prisonniers mourir devant lui. Dans ces cellules bondées, la chaleur était insupportable. Vous savez, ici en haut comme en bas, c'est du dalle. Et les dalles, quand il fait chaud, il fait extrêmement chaud. C'était au mois d'avril, hein, et c'était le moment de Ramadan. Il faisait peut-être 45 degrés, peut-être même 50 degrés. Donc, on ne pouvait plus respirer, l'asphyxie générale. Dans les archives de la DDS, on a retrouvé des décomptes quotidiens du nombre de morts dans ces prisons. 10, 20, 30 personnes pouvaient y décéder en une seule journée. La chaleur, la malnutrition, l'absence d'hygiène provoquaient des maladies graves. Et dans les cellules, les prisonniers étaient souvent obligés de vivre à côté des cadavres de leurs camarades. On peut appeler quelqu'un par la fenêtre, un gardien de la DDS, pour lui dire, écoutez, il y a des gens qui sont en train de mourir. Ils disent combien? Quand on leur dit 3, 4, ils disent non, vous êtes l'ennemi de Dieu, l'ennemi du pouvoir, vous êtes condamnés à mourir. Donc si ça n'atteint pas 6, 7, on ne vient pas vous chercher. Donc on vous laissait là avec on laisse avec les cadavres, voilà. Et il faut dormir sur les cadavres, parce que le corps du cadavre, il fait frais. On dort sur le corps du cadavre. Et quand il y a un cadavre qui meurt, il laisse la place. N'est-ce pas? Donc il faut respirer sur le corps, parce que ce corps, il fait très frais. Il faut dormir pour vraiment... Vous avez fait ça, vous? Ah oui, moi j'ai fait ça, oui. Dès que les cadavres étaient retirés, d'autres prisonniers arrivaient. Les cellules ne désemplissaient jamais. C'est une machine pour exterminer les gens. C'est une machine d'extermination. Et lorsqu'Hissène Habré est chassé du pouvoir en 1990, les grilles des prisons secrètes s'ouvrent. Les caméras de la télévision tchadienne sont là. Elles filment quelques survivants. Visage émacié, regard vide, leur corps témoigne des sévices qu'ils ont subis durant leur détention. Hélène Jaffé est le premier médecin à avoir soigné les rescapés des prisons d'Habré. Depuis, elle a fait plus de 20 missions au Tchad. Aujourd'hui, elle est à la retraite, mais elle vient une nouvelle fois faire des consultations à la demande de Human Rights Watch, l'ONG de Reed Brody. La présence d'un médecin prêt à les écouter est une chose rare pour les victimes. Hassan Issaka,
Cet homme est un commerçant originaire du nord du pays. Bonjour. Il a passé 2 ans dans les geôles d'Abré. Il voit le docteur Jaffé pour la première fois. Est-ce qu'on vous a interrogé? Est-ce qu'on vous a maltraité? Est-ce qu'on vous a battu? Les militaires m'ont fait mettre à plat ventre et ils m'ont piétiné le dos et la nuque avec leurs rangers. Ils m'ont piétiné encore et encore. Ils étaient plusieurs dans la cellule? Au début, nous étions 34 dans ma cellule. À la fin, nous n'étions plus que 6. Bon. Vous êtes un survivant. Il dit que si quelqu'un lui pose des questions en ce qui concerne les crimes de Hissène Habré, ça lui fait chauffer. La torture, c'est quelque chose de tellement... c'est au-delà de la douleur, c'est une atteinte de la dignité, c'est une humiliation, c'est la peur qui s'installe. Étant donné que je vois les gens peu de temps, il faut que je trouve le moyen d'arriver à cette espèce de nœud, si vous voulez, qu'ils ont dans leur tête, et à le faire s'exprimer par des pleurs, je pense que ça les soulage un peu. Alors, il faudra venir les chercher. Les moyens du docteur Jaffé sont dérisoires. Elle a peu de médicaments à donner et son temps est compté. Mais l'homme retrouve le sourire après s'être confié. Les consultations s'enchaînent toute la journée. Alors, les séquelles les plus fréquentes, rhumatisme, problèmes musculaires, troubles de la vision. Regardez-moi. Le docteur Jaffé est étonné de voir encore autant de victimes qu'elle n'avait pas soignées lors de ses précédents voyages. Vous avez toujours eu mal à la jambe ou bien ça vient de temps en temps? Et dehors, ils sont de plus en plus nombreux à attendre. Ces hommes et ces femmes ont un point commun. Ils ont tous été torturés. Cet usage systématique de la torture permet de poursuivre Hissène Habré pour crimes contre l'humanité. Et dans ce combat, il y a un témoin capital, cette femme. Ginette Narbaye avait 23 ans quand elle a été arrêtée. Elle était soupçonnée de contact avec les opposants. À la DDS, elle n'était pas dans une cellule, elle était gardée dans la cour du bâtiment. Du coup, la jeune femme a vu comment se passaient les interrogatoires. On amenait les hommes, on les torturait, c'était devant moi. Devant vous? Dans la salle, non. On m'avait torturé, ils te torturent, ils te laissent, ils sortent, ils reviennent, ils font le va-et-vient, donc la porte est ouverte. Tous ceux qui viennent, moi je les voyais, comment on les torturait. Qu'est-ce qu'ils leur faisaient? On ramassait leurs testicules, on les tapait avec des coups de bâton, des crosses, n'importe quoi. Il y a plusieurs façons de torturer. Les séances de torture étaient un passage obligé après une arrestation. Voici quelques exemples de sévices dessinés par un ancien détenu. Le but était d'arracher des aveux, à tout prix. Et on leur mettait même de l'eau avec le tuyau et on ouvrait le robinet. La nuit, surtout la nuit, tard, vers 1h, 2h du matin, on n'écoutait que les cris, les pleurs, les cris des hommes. Toutes les nuits? Toutes les nuits, toutes les nuits. Quand on t'amène nouvellement, on te torture pendant 1 semaine, 2 semaines. Et si tu n'as pas la chance de mourir, tu restes. Et si tu meurs, on se prend, on te balance. Ginette Narbaye était enceinte de 4 mois quand elle a été arrêtée. Pendant 1 semaine, elle aussi a été torturée à l'électricité. Ils m'ont mis le fil électrique ici. Là, c'est le fil électrique.
puis ici, sur le sein. Et j'évanouissais. J'avais évanoui sans me rendre compte. Et vous leur avez dit que vous étiez enceinte? Oui, je leur ai dit que j'étais enceinte. D'ailleurs, c'est visible, j'étais enceinte. C'était même pas leur problème. Ensuite, elle a été enfermée dans une cellule avec d'autres femmes. C'est là qu'elle a accouché, par terre, sans aucun soin. Elle et sa fille ont survécu, elles ont été libérées au bout de 2 ans. Aujourd'hui, elle attend le procès d'Hissène Habré. Retour à Bruxelles. Dans les bureaux de Human Rights Watch, les choses s'accélèrent. Reed Brody a réuni autour de lui une équipe de juristes de choc. Ça, c'est des documents qui étaient des suggestions à personne à entendre, donc ça peut... D'accord. Alain Werner arrive de La Haye. C'est l'un des procureurs au procès de Charles Taylor, l'ancien dictateur du Libéria. Mais moi, je vois pas tellement d'autres façons. À ses côtés, Béatrice Bartoli, une avocate pénaliste française. Elle est spécialiste dans la rédaction des plaintes criminelles. Ensemble, ils préparent une audition capitale, celle d'un certain Benjim Bendoum. Benjim Bendoum, c'est un ancien responsable de la DDS, décrit par la commission d'enquête comme un des tortionnaires les plus redoutés du Tchad. Mais il vit maintenant à Paris et en fait, il veut nous aider à la recherche de la vérité sur les structures de Hissène Habré. Donc, comme quelqu'un qui était dans les rouages, ce témoignage pourrait être capital pour montrer les liens entre la Hissène Habré et la répression. Reed Brody compte sur l'expérience d'Alain Werner. Le jeune procureur a déjà interrogé des dizaines de tortionnaires pour bâtir l'accusation contre Charles Taylor. Moi, l'idée, c'était peut-être éviter tout ce qu'il a fait, ou parce qu'apparemment, il n'est pas prêt à simplement l'approcher en lui expliquant que nous, on a juste besoin de comprendre un certain nombre de choses et qu'on pense que peut-être il peut nous aider. C'est ce que c'est. Et juste aller, tu vois, expliquer un maximum les structures, mais même en oubliant sa responsabilité ou son rôle, et qu'on ne peut pas prouver les crimes qu'avec les victimes. C'est toujours le même dilemme qu'on a dans toutes ces procédures. Parce que les victimes sont celles qui ont subi. Les victimes, la plupart du temps, Habré était probablement pas là en train de torturer lui-même. Donc après, c'est ça, c'est qu'on a besoin de gens, on les appelle les insiders, c'est des gens qui étaient dans le rouage. Et le problème, c'est que la plupart du temps, ces gens-là ont fait eux-mêmes des choses ou évidemment sont impliqués. Et donc, il y a toujours un jeu comme ça à jouer avec eux. Je vais téléphoner Benjim. Ouais. Comme ça, on peut déjà voir un peu. Oui, bonjour, Monsieur Benjim, c'est Reed Brody. J'espère que vous allez bien. À l'autre bout du fil, l'ancien agent de la DDS est prêt à collaborer. Il accepte de rencontrer Reed Brody et son équipe une semaine plus tard. La semaine prochaine. Paris. C'est ici qu'habite Benjim Bendoum. Il est réfugié en France depuis la chute d'Habré. L'entretien se passe près de l'Arc de Triomphe, dans ce cabinet d'avocats. D'accord, voilà. Bougez pas. Donc la mission, elle était dirigée par qui? Par Adoum Galma et Mamad Saker Bidon. Ils étaient deux. Est-ce qu'il y avait une com-zone? Il y avait une com-zone à Beltine. D'accord, il y avait une com-zone à Beltine. Et il y avait 2 sous-zones. Depuis 2 jours, l'homme est sous le feu des questions d'Alain Werner. Où? Guérida, il est ici. Sur une carte, le procureur note tous les emplacements des cellules de la DDS. Des lieux, des dates, des noms. Il lui faut des informations précises pour bâtir un dossier inattaquable devant la justice. D'abord, il y a eu des arrestations au niveau de N'Djamena. D'accord. Ensuite, c'est dans tout le territoire tchadien. Benjim Bendoum aide aussi Reed Brody à décrypter les documents retrouvés dans les archives de la DDS. Comme cette liste d'hommes morts en prison, soi-disant de maladie. Ils sont tous décédés par suite des maladies dans le même mois. Non, c'est pas possible. Ça, c'est des tortures. Ça, c'est des tortures. On ne peut pas. Non, on peut pas. Ça c'est pas possible. Ouais. Si la torture est acceptée, pourquoi est-ce qu'il faut maquiller un mort sur la torture comme un décès suite à une maladie? Ils savent que la torture, déjà, c'est quelque chose qui est illégal. Le but final, c'est de cacher ces exactions au vu
non seulement au vu des organisations humanitaires, mais au vu aussi de la population. Benjim Bendoum leur décrit de l'intérieur le système de répression mis en place par Hissène Habré. Quand on arrêtait, par exemple, une personne, on le mettait en prison, sa famille ne sait même pas où il est arrêté. On n'a jamais... les détenus qui sont détenus à la DDS n'ont jamais été présentés devant un juge. Ils crèvaient en prison, certains gens sont exécutés, d'autres sont morts de maladie, sans que même le moindre soin ne soit donné. La nuit. Oui. Et cet insider va plus loin. Oui. Il raconte le mécanisme d'extermination des ethnies qui se rebellaient contre le pouvoir, comme les Adjiraï en 1987. Tout Adjiraï, qui est de l'ethnie Adjiraï, est dangereux, donc il faut l'éliminer. Donc on commençait par arrêter les gens, on commençait par les exécuter. Il y avait même des missions qui sont allées dans la région même du Guéra, où se situe l'ethnie Adjiraï. Il fallait aller dans tous les postes, même les petits villages, pour arrêter des gens, pour les exécuter, et ainsi de suite. Uniquement parce qu'ils étaient Adjiraï? Oui, voilà. C'est pourquoi le terme génocide était quelque chose qui est posé. Mais vraiment merci, parce que ça nous a vraiment beaucoup aidé à... Tous ces propos, Benjim Bendoum est prêt à les répéter à la barre d'un tribunal. Ce qu'on est en train de faire. M. Bendoum est un témoin idéal parce qu'il a une mémoire d'éléphant. Il ne raconte que ce qu'il sait et il peut expliquer comment fonctionnait le système, pourquoi on faisait ceci, pourquoi on faisait cela et quels étaient les rapports hiérarchiques. Aujourd'hui, Benjim Bendoum vit en France, incognito. Il est gardien d'immeuble, personne ne connaît son passé. S'il a décidé de témoigner aujourd'hui, c'est, dit-il, pour son fils. Un jour, au cours d'un repas, on mangeait, c'était un dîner le soir, et il m'a posé cette question. Il me dit, papa, j'ai appris que tu as travaillé avec Hissène Habré, ça veut dire que tu as tué les gens. Est-ce que c'est ce que tu as fait? Je lui ai dit, voilà, effectivement, tu as bien fait de me poser cette question parce que ça fait depuis longtemps que je suis en train de me battre pour que ce procès ait lieu, à ce qu'un jour je me présente à la barre pour pouvoir expliquer ce que j'ai fait, j'ai vu, et ça pourrait peut-être ce jour-là, si procès y a, tu es mon fils, tu seras à côté de moi, parce que tu seras à côté de ton père, et comme ça, tu verras que si ton père a tué ou n'a pas tué, donc c'est comme ça que j'ai pu répondre à cet enfant. En attendant de parler à la barre, Benjim Bendoum reste vague sur ses agissements. Son nom apparaît pourtant dans de nombreux documents d'époque. Il était chef de service à la DDS en 1989. On retrouve même sa signature sur des certificats de décès. Est-ce que vous avez participé à des interrogatoires? Est-ce que vous avez participé ou supervisé des... Non, j'ai jamais supervisé quoi que ce soit, parce que ce sont toujours des commissions qui... Je n'ai jamais fait partie d'une commission pour pouvoir, par exemple, aller là. Oui, j'ai arrêté des gens, oui, mais je n'ai pas participé à quoi que ce soit sur une torture quelconque, non. Au Tchad, une victime a une autre version des faits. Je vais vous montrer une photo. Je voudrais que vous me disiez si vous connaissez cette personne. Ouais. C'est Banjoum. Ça, c'est le grand tortionnaire là, Banjoum. Ça, il est aux États-Unis. Il habite à Paris, il dit qu'il était à la DDS, mais qu'il n'a pas fait de mal. Oh, il ment, c'est un menteur. Il connaît la DDS plus que sa mère. Comment il dit qu'il n'a rien fait? Comment expliquer que pendant 8 ans, Hissène Habré a conduit une répression aussi féroce sans que la communauté internationale ne réagisse? À l'époque, l'homme au boubou blanc était reçu à l'Élysée avec les honneurs, comme ici en 1987 par François Mitterrand. La France soutient son ancienne colonie, en particulier contre les agressions de son voisin libyen. En 1983, le colonel Kadhafi lance une offensive militaire. Il veut renverser Habré et mettre un gouvernement à sa solde à N'Djamena. Ses troupes
envahissent et occupent le nord du Tchad. La France réplique. Elle envoie 3000 hommes, de l'armement lourd, des hélicoptères et des avions de chasse. C'est l'opération Manta. La France sauve Hissène Habré. Pourquoi un tel soutien? Nous avons posé la question à Roland Dumas, le chef de la diplomatie du président Mitterrand. C'était purement politique, c'est-à-dire que si la France ne soutenait pas le Tchad face à l'invasion libyenne, on baissait les bras. Et donc, dans l'esprit de nos spécialistes, de nos ambassadeurs, de nos agents, de tous ceux qui connaissaient le problème, c'est que si on n'arrête pas Kadhafi à cet endroit, il continuera et c'est toute l'Afrique francophone qui basculera. Parce que tous étaient craignés pour leur régime. Et voici sur ces images filmées à l'Élysée, Hissène Habré entouré des principaux représentants de la France-Afrique. Mobutu du Zaïre, Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire et Bongo du Gabon. Le président tchadien est vu comme un rempart face aux ambitions du leader libyen. Kadhafi c'était à l'époque, c'était le chef du terrorisme international, donc tout le monde avait des raisons de craindre Kadhafi qui allait de succès en succès, et donc les choses étaient comme ça, c'est-à-dire, c'est curieux à dire, mais on pourrait presque le résumer comme ça, Hissène Habré était le responsable des honnêtes gens, en quelque sorte. Face à Kadhafi. Face à Kadhafi, parce que le danger, c'est Kadhafi. C'est pourquoi le président tchadien était aussi soutenu par Washington. Kadhafi était la bête noire du président Reagan. Alors, Hissène Habré était l'homme à aider coûte que coûte. Les États-Unis sont fiers de rejoindre la France, le Zaïre, l'Égypte et d'autres pays amis pour donner au gouvernement d'Habré les moyens de combattre et de gagner. De notre côté, les États-Unis s'engagent à apporter toute l'assistance nécessaire à la sécurité du Tchad. C'est ainsi que Washington soutenait directement la police politique d'Habré. Dans les archives découvertes à N'Djamena, on trouve la trace d'un conseiller américain à la DDS, un certain monsieur Maurice, qui n'a jamais été identifié. Des stages de formation étaient même organisés dans des bases militaires aux États-Unis. Des stages pour les cadres de la police politique, comme Benjim Bendoum. Les Français ont-ils aussi aidé la DDS? Aucun document ne le prouve, mais avec autant de soldats au Tchad, pouvaient-ils ignorer les exactions du régime? Les militaires français, aussi bien ceux qui sont attachés à l'ambassade de France que ceux qui sont dans l'opération Manta, ne peuvent que le savoir. Sinon, franchement, à quoi ça sert d'avoir des officiers de renseignement? À quoi ça sert de faire des écoutes? À quoi ça sert d'être présent dans l'état-major tchadien? À quoi ça sert de piloter des avions si on ne sait même pas ce qu'on met dedans et pourquoi faire? Est-ce que vous étiez informé, vous, d'exactions, de violations des droits de l'homme, de massacres? Non, on savait un peu oui, très peu, que Hissène Habré était un chef dur, hein, ça circulait comme ça. Mais, je répète, c'était pas notre premier souci, malheureusement. Hein. Et qu'est-ce qu'on aurait fait, peut-être? Qu'est-ce qu'on aurait fait? Est-ce qu'on aurait sacrifié la politique stratégique mondiale dont je vous parle sous le prétexte qu'il y aurait eu des exactions? Aujourd'hui, oui. Mais à l'époque, ce n'était pas dominant. C'est pas ça qui était plus dominant. Une logique politique qui a permis à Hissène Habré d'agir en toute impunité. Dakar, septembre 2008. Reed Brody arrive dans la capitale sénégalaise. C'est ici qu'Hissène Habré a trouvé refuge depuis 1990. Le chasseur de dictateurs vient déposer la plainte qu'il prépare depuis des mois contre l'ancien président tchadien. À l'hôtel, il retrouve le président de l'association des victimes. Ça va? Clément Mbaye Fouta, le fossoyeur de la Plaine des Morts. Ouais, mais il le faut, hein. Ça, c'est mon frère. Eh, mon frère! Un autre rescapé des Geôles d'Habré est présent. Lui est sénégalais et vit à Dakar. Ça, c'est intéressant que tu sois là. Ouais, toujours. Ouais. Il vient d'avoir un enfant. Ouais. Il s'appelle Reed. Il s'appelle Reed. Très bien. Ça va, mon frère? Ça va.
Dans la foulée, réunion stratégique dans un restaurant du bord de mer. Reed Brody présente le contenu de la plainte à ses partenaires, défenseurs des droits de l'homme et avocats tchadiens et sénégalais. Cette plainte s'appuie sur le cas de 14 victimes, symbole de la répression. Ici, les plaignants sont seulement ceux qui ont été torturés ou torturés à mort dans les cellules de la DDS. Et où on peut dire qu'il y a sans aucun doute une file qui mène à Hissène Habré. Pour l'instant, ce dépôt de plainte est top secret. Ni les avocats d'Habré, ni les journalistes sénégalais ne doivent savoir ce qui se prépare. D'un point de vue médiatique, on veut capter au maximum l'attention. On ne veut pas que ça parte, que ça soit lâché goutte par goutte. On veut que, à un moment donné, paf, tout le monde est face à un événement où les victimes prennent l'initiative. C'est aussi l'enjeu de ce dépôt de plainte. Il faut sensibiliser les médias sénégalais, car à Dakar, Hissène Habré serait protégé, il se serait forgé de solides amitiés. Ouh là là, il a des conseillers juridiques au plus haut niveau des universitaires. Vous avez des confréries religieuses qui le soutiennent, des marabouts, c'est pas n'importe qui. Et puis vous avez également des politiques, parce qu'il a investi dans la politique. Hissène Habré a amené beaucoup d'argent ici. Il a beaucoup investi ici. C'est sans doute pour ça que les précédentes tentatives de Reed Brody pour faire juger Habré n'ont pas réussi. En 2000, une première plainte à Dakar échoue, car la justice sénégalaise se déclare incompétente à juger un ancien chef d'État. En 2005, nouvelle tentative de Reed Brody. Cette fois, il obtient de la justice belge un mandat d'arrêt international contre Hissène Habré. L'ex-dictateur est arrêté, mais le Sénégal refuse de l'extrader. Il ressort libre du palais de justice, sous les applaudissements de ses partisans. En 2006, l'Union africaine tranche. Elle demande au Sénégal d'organiser le procès d'Habré à Dakar. Mais rien ne se passe. Aujourd'hui, 16 septembre 2008. Nouvelle tentative pour faire bouger la justice sénégalaise. Les victimes et leurs avocats vont déposer plainte au palais de justice. Cette plainte pour crime contre l'humanité fait 150 pages, plus 3 tomes d'annexes avec des centaines de documents à charge. Symboliquement, c'est une avocate tchadienne qui la porte au procureur. À la sortie, les médias sont là, comme l'espérait Reed Brody. Cette plainte contre l'ancien dictateur fait l'événement. Nous avons déposé plainte à la justice. Il appartiendra à la justice de faire son travail. Les journalistes interrogent les victimes, les rescapés de la dictature. En particulier, Clément Abaye Fouta, le fossoyeur. J'enterrais chaque jour mes collègues qui mouraient, n'est-ce pas, un minimum de 8 par jour. Son récit fait sensation. À la une de ce journal, le procès d'Hissène Habré au Sénégal. Hier, pour la première fois, des victimes de l'ancien président tchadien ont déposé plainte à Dakar. Le lendemain matin, Radio France Internationale ouvre son journal sur la plainte. Et la presse sénégalaise en parle aussi. Tous les journaux expliquent pourquoi les victimes se battent. En voyant ces articles-là, en écoutant RFI à la une, non, c'est fort, quoi. C'est des moments forts, quoi. Quand on voit ça, c'est très satisfaisant après tout le travail qui a été fait, toute la coordination et tout. Donc non, c'est un matin où on a le sourire, quoi, clairement. Du côté d'Hissène Habré, c'est le silence total. Rien dans la presse, aucune réaction. L'ancien président tchadien, un homme particulièrement discret. En près de 20 ans, aucune apparition publique, aucune interview. Pour tenter d'en savoir plus, direction Ouakam, un quartier populaire de Dakar où Hissène Habré aurait une maison. Nous filmons discrètement. Bonjour. On fait un reportage ici au Sénégal et on nous a dit que dans le quartier, il y avait Hissène Habré, vous savez, l'ancien président tchadien. D'accord. C'est un peu plus... C'est laquelle? Je crois que c'est une maison deuxième, je crois. La présence de l'ancien président est un sujet sensible.
Ici, Habré joue profil bas. Quand il sort, il passe avec personne, il est escorté, il sort dans sa voiture et il part. D'accord. Il est très discret, on m'a dit. Il est très discret. Il n'a pas l'affinité, les affinités avec la population, ici en tout cas aux environs. D'accord. Il sort, D'accord, il ne fréquente pas. La prière, nous, quand on prie, il vient à la prière. D'accord. Il est très pieux, il est au rendez-vous. Il est au grand rendez-vous musulman. Nous décidons d'aller voir sa maison de plus près. La voici à droite. Difficile de distinguer quoi que ce soit. Mais avant de pouvoir descendre de voiture, un gardien nous interpelle. On n'a pas le droit pour prendre les photos des maisons. Ah bon? Oui. Nous devons partir, mais nous sommes sur une autre piste. Hissène Habré aurait une demeure dans un quartier beaucoup plus chic. Les Almadies, le coin le plus huppé de Dakar. La maison de l'ancien président est un peu à l'écart, à l'abri des regards. Elle est protégée par de hauts murs. Très vite, nous sommes repérés. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Gendarmerie nationale. Ah, d'accord. Non, mais ici, c'est interdit. Interdit? Oui, c'est sûr. Donc, on ne peut pas faire d'image de la maison d'Hissène Habré? Non, non, non. Bon, d'accord. Non. Ces gendarmes en civil nous le confirment, c'est ici que vit le dictateur déchu. Cette demeure, sur un terrain de 3700 mètres carrés, est son seul signe extérieur de richesse. On sait pourtant que l'ancien président n'est pas arrivé au Sénégal les mains vides. En 1990, quand il a fui le Tchad, Hissène Habré est parti avec la caisse. Il a vidé le compte du trésor public, comme le prouve ce chèque de retrait, montant 3,5 milliards de francs CFA, soit plus de 5 millions d'euros. Depuis des semaines, nous demandons à rencontrer Hissène Habré. Il a toujours refusé les interviews. L'offensive des victimes va-t-elle le faire changer d'avis? Nous appelons l'un de ses avocats, un Français, qui gère sa communication. Chevolot, journaliste pour Canal+. Je voudrais savoir s'il est possible de rencontrer Hissène Habré. Je lui ai posé la question, j'ai dit que vous allez vous rappeler, donc il m'a dit pour l'instant, non, c'est négatif. De quoi il a peur, vous pensez? Je pense qu'il a peur de rien. Ça a toujours été sa position, il n'y avait pas pu qu'il a aperçu ses médias, quoi. Bon, maintenant, donc, si le procès démarre, eh ben, on va communiquer, quoi. Le seul qui accepte de nous rencontrer, c'est l'avocat sénégalais d'Hissène Habré. Et ce n'est pas n'importe qui. Maître El Hadj Diouf dirige un parti politique. Il est député à l'Assemblée nationale du Sénégal. Selon lui, ceux qui poursuivent Habré ne sont pas crédibles. Mais c'est des gens, ils sont malades. Ils sont instrumentalisés par Kadhafi et l'impérialisme occidental. Tout le temps, ils sont à Dakar. Ils sont dans des avions. Ils sont dans des hôtels 5 étoiles. Mais qui leur donne ces moyens? C'est là que se considère comme des victimes, et que j'appelle des victimes entre guillemets, de pseudo-victimes qu'on utilise, qu'on manipule pour avoir la peau et la tête de Habré. Je dis quand même, trop, c'est que le ridicule ne tue point. C'est vraiment triste, moi, quand je regarde ces gens-là, mais je dis vraiment, non. Ça ne vous inquiète pas? Inquiété. Même si on était devant une cour d'assises ou devant n'importe quelle cour, Habré serait acquitté. Habré acquitté, il faudrait déjà que le Sénégal organise le procès. Mais y a-t-il réellement une volonté politique du gouvernement de juger Hissène Habré? L'ancien président est-il protégé en haut lieu? Nous sommes allés poser ces questions au ministre de la Justice. Surprise, c'est un proche du dossier. Madi Kenyang est l'ancien avocat d'Hissène Habré. Le voici, en 2000, alors qu'il défendait l'ex-dictateur devant la Cour de cassation. Aujourd'hui, il se dit impartial. Je ne vois pas de protection que Hissène Habré puisse avoir au Sénégal, je n'en vois pas du tout. En tout cas, il faut dire que ce n'est pas facile de juger un ancien président. Et c'est la première fois qu'on devrait le faire en Afrique. La machine est lente à se mettre en œuvre, mais il n'y a aucune forme de protection, et je le dis de manière tout à fait péremptoire. Le ministre de la Justice se dit même ravi du dépôt de plainte des victimes. Et il prend un engagement devant notre caméra. Le mandat qui nous a été donné demeure valable et nous allons l'exécuter. Le procès aura lieu une fois que les conditions financières seront tout à fait satisfaites.
L'argent serait le seul obstacle à la tenue du procès. Pour le reste, le ministre va le répéter aux victimes et à Reed Brody. Il met tout en œuvre pour faire juger Hissène Habré à Dakar. Il faut rester très vigilant. Le Sénégal a par 2 fois trahi les victimes et tout le monde s'affiche de bonne volonté d'aller de l'avant, mais on sait que les choses sont difficiles. On sait qu'Hissène Habré il joue de beaucoup de soutien ici, que cette volonté politique, il faut la créer, il faut la renouveler, il faut qu'il y ait beaucoup d'appui international et national. Bon, je vais vous quitter. Fin de mission pour Reed Brody à Dakar. On ne se voit plus. Ok, merci. Merci à toi. La balle est maintenant dans le camp du Sénégal. Jamais le procès d'Hissène Habré n'a semblé aussi proche. Mais 2 semaines plus tard, coup de théâtre. Dans un journal espagnol, le président sénégalais Abdoulaye Wade menace. Il n'y aura pas de procès Habré si le Sénégal ne reçoit pas vite de l'argent de la communauté internationale. Une déclaration étonnante car l'Union européenne a déjà promis 2 millions d'euros à Dakar. Au Tchad, à Djamena, c'est la consternation. Les victimes sont sous le choc. Le président Wade parle même d'expulser Hissène Habré vers un autre pays. Il faudrait alors recommencer la procédure à zéro. On n'est pas sorti de l'auberge avec les Sénégalais. Parce que nous, on a pensé à tout, sauf à une telle sortie de Wade. Nous revenons du Sénégal il y a 2 semaines, avec un espoir de voir le bout du tunnel. Et tenez-vous bien, on vous sort une pareille déclaration qui nous remet dans notre état de victime. Donc je me dis que c'est impensable. Et là, vraiment, je suis en colère. 3 plaintes, 10 ans de procédure, des centaines de témoignages de victimes recueillis, des milliers de documents saisis, tout ça pour rien. Hissène Habré passe une retraite dorée sous le soleil de Dakar. Rien ne dit qu'il sera un jour jugé pour ses crimes.